Alors, bonjour tout le monde. Quel bonheur de vous retrouver aujourd'hui. Vous remarquerez que c'est un contexte un peu plus informel. On est dans un format plus informel, mais c'est parce que je crois les circonstances s'y prêtent merveilleusement aujourd'hui. Vous allez comprendre dans un petit instant, bien sûr. Si vous avez suivi les derniers développements au Moyen-Orient, vous avez peut-être constaté qu'il y a une escalade considérable, ou du moins une apparence d'escalade au cours des dernières heures, des derniers jours, alors que d'abord, on a assisté à un incident sur le plateau du Golan dans lequel une explosion qu'on a attribuée à un lancement de missiles du Hezbollah aurait tué une douzaine de personnes, donc on pourrait dire des citoyens israéliens en l'occurrence. Laman aura l'opportunité d'y revenir tout à l'heure. Il y a quand même une certaine ambiguïté par rapport à l'appartenance des Druzes sur le plateau de Golan. Cela étant dit, donc, en réponse à cette attaque, on s'est retrouvé vraiment avec un climat de plus en plus tendu, alors que d'abord Israël a promis une réponse, a rencontré le cabinet en urgence et on a donné le mandat donc à Yoav Gallant, ministre de la Défense, et à Benjamin Netanyahou, premier ministre israélien, de déterminer en toute liberté et sans contrainte quelle sera la réponse d'Israël. Ce matin, on se déplace en fait hier soir pour faire l'histoire complète. On a une première frappe sur Beyrouth. On nous rapporte qu'on visait un commandant du Hezbollah. La frappe aurait raté. Bon, plusieurs civils blessés, plusieurs décès également sur place. Mais on nous dit que le commandant du Hezbollah aurait survécu. Ce matin, M. Ismaël El qui est lui-même tué, on nous dit directement en Iran par une opération israélienne, chef politique du Hamas. C'est donc une situation assez fluide. Fiez-vous sur le fait qu'on va suivre ça de très près au cours des prochaines heures. Mais aujourd'hui, je trouve qu'on avait une opportunité fantastique de vraiment faire une pierre deux coups. D'abord, en parlant avec une personne éminemment compétente sur le Moyen-Orient, spécifiquement sur le Liban, et en plus de ça, de vous présenter une collaboratrice recherchiste de 7 jours sur Terre depuis déjà même plusieurs mois maintenant, plusieurs dossiers, que Lama est avec nous, travaille au niveau de la revue de presse, travaille au niveau de la recherche. C'est un plaisir de vous la présenter, Madame Lama Faki. Lama détient un doctorat en histoire contemporaine et en relations internationales. Lama est d'origine libanaise et est actuellement à Beyrouth. Lama est professeur d'histoire du Moyen-Orient et de relations internationales au collège ainsi qu'à l'université. Elle enseigne donc l'histoire, géographie, géopolitique depuis maintenant plus de 15 ans. Et Lama, comme je vous le disais, est actuellement à Beyrouth, au Liban. Il me disait hier que l'aviation israélienne survolait au-dessus de sa tête. C'est un énorme bonheur de vous l'introduire aujourd'hui. Madame Lama Faki, bonjour. Bonjour, merci, je te remercie énormément pour cette présentation et c'est tout un plaisir pour moi d'être avec vous également. Et d'enfin rencontrer l'audience de 7 jours sur Terre, qui je suis certain va être très content de te rencontrer aussi. Moi, je suis très contente, vraiment. Alors voilà, si vous cherchez qui est derrière notre travail, parfois plusieurs d'entre vous nous demandent de rencontrer l'équipe. Ben, vous en avez un premier petit bout aujourd'hui, un gros morceau pour moi en termes de collaboration directe. On travaille beaucoup directement ensemble pour ce qui est de recherche et de, disons, directive éditoriale. Alors, Lama, je veux vraiment donner là, autant que possible de place là-dessus. On en a parlé un peu avant d'entrer en ondes, commencer à enregistrer. J'aimerais vraiment te donner autant de place que possible pour que tu donnes du contexte, que tu nous dises ce que tu estimes pertinent dans le contexte, dans la situation actuelle, pour que, bon, autant les gens qui sont plus novices, qui sont moins familiers avec la région, que ceux qui ont suivi tout ça de très près puissent avoir une perspective sur le terrain de quelqu'un qui a suivi tout ça depuis plusieurs années. Donc là-dessus, je t'invite à commencer par où tu estimes nécessaire de commencer, j'imagine par le contexte historique. Alors, je suis professeure d'histoire, donc forcément, il ne faut pas tenter le diable. Je vais remonter assez loin dans l'histoire, pas beaucoup non plus. Donc, je vais faire un aperçu très rapide de l'histoire ou des différentes guerres du conflit israélo-arabe, parce qu'il faut qu'on comprenne que tout ça est lié. Donc, en 1948, déclaration de l'État d'Israël, proclamation, c'est un État qui naît dans une région qui est encore en plein balbutiement. Et donc, en fait, on a une riposte des États arabes voisins qui vont déclencher la première guerre israélo-arabe, suivie d'une autre en 1956, puis suivie d'une troisième en 1967. Pardon, nous sommes au Liban et il y a une coupure d'électricité. Vous m'excuserez. Donc, en Absolument. fait, pourquoi je reviens à 1967? Parce que c'est un tournant dans ce conflit. Et d'ailleurs, tu mentionnais tout à l'heure que les habitants du Golan
sont des citoyens israéliens? Absolument pas. Donc, le Golan a été annexé par la Syrie, pardon, par Israël lors de la guerre des 6 jours en 1967. Donc, c'est une guerre durant laquelle Israël, l'État d'Israël, a annexé le Golan syrien, une partie de Jérusalem, donc Jérusalem-Est, et pas mal d'autres territoires comme ça qui ont été grignotés de part et d'autre dans les pays voisins. Et donc c'est pour ça que je reviens là-dessus. Donc ces fameux habitants du Golan, qui est comment on appelle ça, un plateau en hauteur syrienne, ont refusé d'être citoyens israéliens. Donc ça, c'est très important de le mentionner. Ils ont la particularité d'être de confession religieuse druze, qui est une minorité dans le monde arabe, particulièrement en Syrie, en Palestine et au Liban. Donc après le conflit de 1967, on a 1973, qu'on appelle la guerre du Kippour, qui a été déclenchée attaque surprise par l'Égypte et par la Syrie, justement dans le but de reprendre les territoires, donc le Sinaï égyptien, qui a par la suite débouché aux accords de Camp David, donc accords de paix entre l'Égypte et Israël. Et puis, la Syrie n'a pas pu récupérer le Golan syrien parce que justement, la Syrie ne voulait absolument pas négocier. Donc, c'est très important de comprendre ça. L'Égypte a déclenché cette guerre pour négocier, reprendre le Sinaï et après aller vers la paix, alors que ça n'était pas du tout le cas de Hafez al-Assad, qui était le leader syrien à l'époque. Et donc, après 73, c'est suivi 1982, donc invasion du Liban. Non, avant ça, 1978, Liban, 82. Donc, en fait, c'est tout un contexte, plein de dates où tout est lié. Et c'est très important pour ceux qui ne connaissent pas très bien l'histoire de la région, de comprendre en fait que c'est une région qui baigne depuis 1948 dans la violence, dans les agressions et dans la guerre, tout simplement. Donc, qu'est-ce qui s'est passé le 7 octobre? Alors, le 7 octobre, on a eu cette opération d'envergure qui a été déclenchée par le Hamas. Donc, le Hamas est un groupe qualifié de terroriste par beaucoup d'États. Donc, on ne va pas rentrer dans tout cela. On fait de l'histoire ici. Et donc, en fait, le Hamas est un groupe qui a décidé de déclencher ces attentats-là. On peut les décrire de la façon qu'on veut. Mais en tout cas, on s'est retrouvé dans une situation très délicate parce que c'était la première fois, en fait, que Israël se voyait attaqué de cette façon-là et avait réellement mal à l'intérieur où des civils israéliens se trouvaient victimes d'une attaque. Et ça, c'est complètement nouveau et ça ne fait pas les affaires d'Israël parce que Israël a la réputation dans la région d'être l'armée invincible. Et donc, en fait, il fallait coûte que coûte effacer cette humiliation quelque part et montrer à ces citoyens qu'on est quand même un État fort, on est capable de vous défendre et on fera tout pour que la situation rentre dans l'ordre. Voilà. Et donc, pourquoi je dis tout ça? Pour dire aussi que dans ce monde arabe où on a des divisions assez particulières et assez profonde, je dirais. Donc, il s'est formé ce qu'on appelle l'axe de la résistance, entre guillemets. D'accord? Du moins, c'est comme ça que eux désirent s'appeler. Alors, cet axe de la résistance, jusqu'à présent, on a parlé du monde arabe, on n'a pas parlé de l'Iran. Alors, l'Iran est un État dans la région qui, depuis 1979, a connu ce qu'on appelle une révolution islamique et donc, au devant des valeurs de cette révolution islamique qui a abouti à la mise en place d'un État islamique, d'une république islamique, était la destruction totale de l'État d'Israël. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent que l'État d'Israël est leur ennemi le plus diabolisé, disons ça comme ça, parce qu'il occupe les lieux saints de l'islam qui sont
en Palestine, une terre sainte qui a été violée, bafouée, etc. D'accord? Et donc, en fait, dans ce contexte-là, on a eu l'Iran qui, au lendemain de 1979, date de cette révolution islamique, s'est dit, ce serait pas mal quand même si on essayait de former une sorte d'égrégore comme ça par-delà la région. Donc, l'Iran a la particularité d'être de confession musulmane chiite. Donc, excusez-moi si je m'étends beaucoup là-dessus, mais dans les croyances des chiites, au fondement de la croyance des chiites, il y a le fait de se battre et de mourir pour une cause et de tomber en martyr. Donc ça, c'est en référence à l'histoire, un épisode de l'histoire de l'islam durant lequel on a le petit-fils du prophète Mohammed, qui s'appelle Hussein, qui est tombé en martyr pour sauver l'islam de toute sa dénaturation qui commençait à prendre lieu. Donc, en fondant toute leur politique sur leurs croyances religieuses, d'ailleurs c'est bien pour ça qu'ils sont une théocratie, ils ont pu former, déjà entrer en contact avec toutes les minorités chiites qui existent dans la région. Donc, ça aurait été bien que j'ai à l'appui une carte pour vous montrer. Donc, essentiellement en Irak, essentiellement au Liban, mais également au Bahreïn. Alors, la Syrie n'est pas a une minorité chiite, mais a aussi une minorité qu'on appelle alaouite. Donc ça, c'est encore une autre branche de l'islam chiite. Et donc, c'est justement les alaouites qui sont au pouvoir aujourd'hui avec la famille Al-Assad. Et donc, en fait, au fil du temps et surtout depuis le début des années 2000 et au lendemain de l'invasion américaine de l'Irak, en fait, il s'est formé cet axe-là, d'accord, qui a d'abord été nommé quelque part axe du mal. Voilà, c'est exactement ça. Exactement. Donc, d'abord, on a commencé à parler de croissants chiites. Donc, vous voyez, allant de l'Iran, en passant par l'Irak, en arrivant un petit peu par la Syrie et le Liban. Et puis après, ils ont pris le nom d'axe de la résistance parce que d'autre part, ils étaient qualifiés aussi quelque part un petit peu, peut-être pas totalement, mais d'axe du mal. Et donc, en fait, c'est comme ça que progressivement, cet axe de la résistance s'est formé, sachant que, évidemment, en Palestine, ça n'est pas uniquement un axe, vous le constaterez, religieux, parce qu'en Palestine, et justement pour en arriver au Hamas, euh, ils ne sont pas de confession chiite, mais plutôt de confession sunnite. Mais au nom de cette résistance et de l'appui apporté par l'Iran, eh bien, ils ont été embarqués dans cet axe-là. Sachant, soit dit en passant, que les attentats du 7 octobre n'ont pas été coordonnés par l'axe de la résistance. Ils n'ont pas eu la validation de l'Iran avant de les perpétrer. Et donc, l'axe de la résistance s'est trouvé dans une position assez délicate au lendemain du 7 octobre parce que, en fait, la position à adopter, certes, elle était claire. On soutient la résistance coûte que coûte, mais ça aurait été quand même plus sympa de votre part, les collègues, de nous informer afin qu'on puisse coordonner tout ça. Et donc, en fait, c'est au lendemain des attentats du 7 octobre que le Hezbollah, dans le sud du Liban, parce que le Hezbollah, enfin, le sud du Liban est peuplé essentiellement par des chiites. Et donc, c'est là, dans ce sud du Liban, que le Hezbollah opère. Eh bien, euh, Liban qui a été occupé, sud du Liban qui a été occupé entre 1978 et 2000 par l'armée israélienne. Donc il y a aussi un historique assez poignant entre les deux belligérants. Et donc au nom de ce soutien et de cette fidélité à l'axe de la résistance, le Hezbollah a décidé de s'embarquer le 8 octobre dans cette aventure de la destruction, si vous voulez, de l'ennemi israélien. Tu as évoqué énormément de concepts très intéressants, notamment le contexte dans lequel est apparu le Hamas, le contexte dans lequel, bon, à quel point tout ça est un peu connecté directement à l'Iran, à son influence, disons, à sa politique étrangère, puis à la manière dont c'est fait à travers des proxys.
Maintenant, quand on sait justement que l'Iran et que l'axe de la résistance, de manière générale, ne s'est pas rangé derrière le Hamas le 7 octobre, qu'il y avait effectivement ces divisions que tu as évoquées dans le monde arabe, notamment aussi avec les accords d'Abraham et avec cette influence américaine qu'on ressent de plus en plus, euh, comment expliquer à quelqu'un qui n'a pas suivi tout ça, pourquoi déclencher le 7 octobre si on n'a pas l'appui de ses alliés critiques, notamment l'Iran, le Hezbollah, et d'avoir un contexte qui est favorable aussi plus largement vis-à-vis l'Arabie saoudite, vis-à-vis les alliés traditionnels de la cause palestinienne. Il y avait donc cette pression sur le Hamas pour déclencher le 7 octobre. Pourquoi? C'est quoi le calcul stratégique ici? Ce qu'on doit comprendre et qui me paraît tout à fait évident pour moi, venant de cette région-là, et qui ne l'est pas forcément, c'est que j'ai évoqué 1948 tout à l'heure, mais ce que vous devez garder en tête, c'est que depuis 1948, à l'intérieur des territoires palestiniens, il y a au quotidien euh, des, des relations entre État israélien d'une part et euh, les colons, ça on en parlera aussi, et les Palestiniens. Donc les Palestiniens, depuis 1948, vivent sur leur terre dans une situation assez inférieure d'infériorité où tous leurs, tous leurs déplacements sont contrôlés, où ils ont très peu de liberté, où ils sont asphyxiés, d'accord? Ce qu'on doit comprendre aussi, c'est que le Hamas, on parlait du contexte de la création du Hamas. Donc, le Hamas est né en 1987 dans le contexte de ce qu'on appelle la première intifada. Donc, la traduction du mot intifada, qui est un mot en arabe, veut dire quelque part un ras-le-bol, c'est bon, il y en a marre, je, je me révolte quelque part. Et pourquoi ça? Parce que en fait, on a évoqué l'historique des guerres israélo-arabes et voyez-vous, jusque toutes ces guerres israélo-arabes jusqu'en 1987, il n'y en avait aucune qui avait lieu en Palestine. Donc en 1987, c'était la première fois que les Palestiniens décidaient qu'ils en avaient marre en fait, avaient marre que l'autorité palestinienne et que l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, qui opère depuis les camps palestiniens à l'étranger, parce que lorsque l'État d'Israël a été proclamé, ça a généré beaucoup de réfugiés qui ont été s'installer en Jordanie, en Syrie, au Liban, qui se sont installés dans des camps de réfugiés. Et donc, en fait, les leaders palestiniens opéraient depuis ces camps-là. Et donc, en fait, en 1987, il y a eu un ras-le-bol. Les gens se sont révoltés et c'est au lendemain de ça qu'il y a eu la création du Hamas, qui est une branche palestinienne des frères musulmans. Donc, il y a beaucoup de choses dites et non dites. Donc, il y aurait une hypothèse selon laquelle, vous savez, en 1987, on est encore certes à la fin de la guerre froide, mais en plein guerre froide. Donc, on a encore l'influence communiste qui est assez forte. Et donc, on pensait que tout ce qui est religieux ne poussera pas à une ferveur de résistance, etc. Et donc, il y a une hypothèse selon laquelle les Israéliens ont laissé se former ce mouvement religieux pour détourner les gens, si vous voulez, de toutes ces ferveurs révolutionnaires de résistance, etc., etc., dont le flambeau était tenu par le très fameux Yasser Arafat, donc qui était lui plutôt dans un mouvement politique qu'on appelle le Fatah et qui était beaucoup plus laïcisant. Et donc, c'est à partir de 1987 que le Hamas a vu le jour. Euh, il a pris il a eu beaucoup de succès, surtout après 1993. 1993, ce sont les accords d'Oslo. Et les accords d'Oslo, ce sont les premiers accords de paix, entre guillemets, entre l'État d'Israël et l'autorité palestinienne. Donc, les accords d'Oslo, c'était un petit peu des accords qui disaient, bon, on se met d'accord à se mettre d'accord et on a 5 ans pour décider de tout ça. Mais malheureusement, comme vous le savez,
les administrations israéliennes changent, ne pensent pas toutes la même chose. Donc les artisans, et particulièrement l'artisan israélien de cet accord qui était Isaac Rabin, a été assassiné en 1996 par un extrémiste, un Israélien d'extrême droite qui ne voulait absolument pas d'accord de paix avec les Palestiniens. Et ensuite, en fait, les choses ont continué, la violence a continué à dégénérer. D'accord? Au début des années 2000, en 2003 particulièrement, 2002, non, en 2000, il y a eu la deuxième intifada qui s'est suivie euh, en 2002-2003 par la construction d'une barrière de sécurité, d'un mur de sécurité qui sépare euh, en Cisjordanie, donc qui sépare les Palestiniens du reste du territoire. Et c'est comme ça, en fait, qu'on en est arrivé aussi également à avoir des gens de plus en plus étouffés. Donc, ces gens-là en Cisjordanie, ces Palestiniens, ne pouvaient plus arriver, je ne sais pas moi, dans leurs champs d'oliviers, de vignes, etc., ne pouvaient plus travailler leurs terres. Il y a des checkpoints à n'en plus finir, ils ne peuvent pas circuler, ils ont besoin de permis, ils sont contrôlés tout le temps pour passer de part et d'autre pour pouvoir travailler avec une colonisation d'une part sauvage et d'autre part autorisée par l'autorité, par l'État israélien. Et tout ça, en fait, ça en faisait trop. D'autre part, on a Gaza. Gaza, c'est une prison à ciel ouvert. Gaza, en 2006, donc fin 2006, j'espère que je ne me trompe pas sur la date, ou alors début 2007, a eu pour la première fois des élections législatives qui ont justement amené le Hamas au pouvoir. Et c'est comme ça, en fait, que Gaza est devenu... Gaza, je rappelle, c'est une toute petite bande de terre avec, si je ne me trompe pas, la densité de population la plus élevée au monde. Donc, en fait, vous avez tout ce petit monde qui vit dans une toute petite bande de terre, qui est étouffé, qui ne peut pas sortir. Ils ont juste la mer, mais même la mer, en fait, on a restreint leur accès à la mer, ce qui fait que même les eaux les plus poissonneuses, ils ne peuvent plus y accéder. Et donc, en fait, on a des gens qui n'ont tout simplement plus rien à perdre. Donc, Gaza, le 7 octobre, a été précédé depuis au moins 2009 par plusieurs opérations d'envergure, de destruction massive, de guerre psychologique où on téléphonait aux gens en pleine nuit et on leur disait, bon ben, on va détruire votre maison, vous avez 5 minutes pour évacuer. Et donc, euh, l'ONU avait qualifié les conditions de vie déjà avant 2014, en tout cas à Gaza, d'invivable, de non propre euh, à la vie humaine. Donc, vous imaginez, tout ça nous a menés au 7 octobre, d'accord? Sans vouloir justifier les attaques du 7 octobre, bien sûr. Nous, justement, nous faisons une mise en contexte pour comprendre, en fait, d'où est-ce que ça sort tout ça. Absolument. Ça, je peux. Donc, de la manière que tu le présentes, on voit plutôt à partir de la perspective d'une nouvelle intifada, d'une certaine manière. Oui, 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 oui. Sauf que là, c'était vraiment du jamais vu, en fait. Et même ceux qui ont perpétré le Hamas qui a fait le 7 octobre, en fait, ils ne s'attendaient absolument pas à ça. Parce que après cela, vous savez, il y a eu des échos à Gaza. Les gars du Hamas, ils ont perpétré un attentat. C'est génial, c'est magnifique, parce que c'était ça, en fait. C'était l'euphorie. C'était la première fois que les gens se sentaient un peu vengés, en humiliation qu'ils vivaient au quotidien. Et après, en fait, la population s'est ajoutée. Donc, ils sont allés rejoindre les différentes colonies qui ont été attaquées à Gaza et c'est sorti du contrôle, en fait. Donc, considérant qu'il y avait peut-être un calcul stratégique qui était moins avancé, moins nuancé qu'on pourrait l'imaginer du côté du Hamas, où il y avait peut-être plus une question des circonstances et un crescendo de tension qui a fini par exploser. Qu'est-ce qui explique alors le fait que l'Iran, le fait que le Hezbollah
que les alliés traditionnels de la cause palestinienne aient choisi de rester sur les lignes de côté à un moment où, clairement, au niveau militaire, Israël a la prérogative. Israël possède vraiment il y a un déséquilibre de la terreur, un déséquilibre de la force là-dessus qui est clairement avantageux pour Israël. Normalement, ce déséquilibre, ce déficit est comblé par l'apport des alliés de la cause palestinienne, qui semble en ce moment, pour la plupart, rester en marge. Comment expliquer ça? Alors, pour revenir à ce moment stratégique, si tu veux, tu as mentionné les accords d'Abraham tout à l'heure, n'est-ce pas, Benjamin? Et donc, en fait, les accords d'Abraham, qui c'est le plus gros absent de cet accord-là? Eh bien, c'est l'Arabie Saoudite. Donc, il y avait énormément pour parler aussi afin que l'Arabie Saoudite rejoigne le wagon quelque part, un peu vers octobre-novembre. Et je pense que c'est également un élément important à prendre en compte. Euh, Après, la cause palestinienne, je dirais pour moi, parce que je viens de la région, malheureusement, est morte et enterrée depuis très longtemps. Donc, on n'en avait plus du tout entendu parler. À l'époque de Trump, vous vous souvenez, il a fait de Jérusalem la capitale unique d'Israël. Il avait même son fameux deal du siècle, dans lequel, lorsque vous regardez l'accord, lorsque vous regardez la carte, ça n'est absolument pas viable. C'est donner des morceaux, mettre les Palestiniens dans le désert du Negev. Évidemment, l'État palestinien serait des bouts de territoire non continus et on sait que ça n'est pas du tout viable pour un État. Et donc, en fait, tout ça, tout ça nous laisse effectivement voir que les Israéliens étaient en position de force, ils l'ont toujours été. Euh, mais ce qui est très important à mentionner et stratégiquement aussi, c'est que Israël se bat par l'intermédiaire de son armée, qui est une armée régulière, alors que les alliés de l'Iran qui se battent contre Israël adoptent la technique de guérilla. Ce ne sont pas des armées régulières. Et donc, en fait, euh, ça n'est pas du tout la même technique de combat, ça n'est pas du tout le même affrontement. Et donc, c'est d'ailleurs en 2006, lorsqu'il y a eu la guerre entre le Hezbollah et l'Iran, pardon, et Israël, parce qu'il y a eu une guerre d'envergure à l'été 2006, le Washington Post avait qualifié Israël de Best Guerrilla Force. Et donc, en fait, c'est parce qu'ils utilisent des moyens. En fait, le Hezbollah, c'est quoi? C'est qui? Le Hamas, c'est quoi? Et c'est qui? C'est les gens. C'est les gens lambda qui font partie de la population, qui vont au travail le matin, qui vont aux études pendant la journée, qui par ferveur religieuse, ils ne sont pas obligés. Donc ça, c'est encore un élément très important entre une armée régulière où tu es enrôlé, allez, tu viens, sinon tu as des sanctions, tu es emprisonné, etc. Alors que les gens du Hezbollah et du Hamas, ce sont des gens qui ont choisi par conviction religieuse de se battre pour une cause parce que parlant du Hamas, mais surtout du Hezbollah, n'oubliez pas, le Hezbollah, ce sont des chiites comme l'Iran. Et donc, en fait, ils ont cette conviction absolue que dans tous les cas, on a gagné. Si on gagne sur Terre, on a gagné. C'est un honneur pour nous. Et si on tombe en martyr, on a gagné le paradis. Donc, dans tous les cas, on a gagné. Qu'est-ce qui nous empêcherait de nous battre? Absolument rien. Donc, ils ont cette ferveur religieuse qui les pousse à se battre jusqu'au bout. Et donc, des techniques qui sont très peu perceptibles dans un premier temps par une armée régulière. Et après cela, aujourd'hui, donc le Hezbollah a bien évolué depuis 2006. Donc aujourd'hui, ils ont une aviation, ils ont des drones, ils ont des missiles longue portée, etc. Donc c'est un peu un cas d'étude très intéressant, le Hezbollah, parce que ça n'est pas une armée régulière, c'est quand même une milice, mais qui peut se comporter parfois comme une armée régulière et qui a les armes d'une armée régulière. Et donc, en fait, que ce soit par conviction nationale ou religieuse,
ils se sont dit, et pour garder la face aussi, en fait, on est un axe de la résistance, on ne se laissera pas faire. Ben, je suis très content, puis tu viens de toucher plusieurs concepts qu'on va clairement aborder dans cette question ici. D'abord, quand on dit le Hezbollah, cette ferveur religieuse, c'est un combat qui est peut-être moins politique, que plus idéologique, plus religieux. À partir du moment où on accepte ça et qu'on se dit, bon, même la pénalité à la mort, d'une certaine manière, est considérablement réduite et on accepte qu'il y a une contrepartie qui peut aller jusqu'au décès pour la cause. En fait, c'est un honneur, Benjamin, pour eux. Tu dois comprendre qu'il y a des familles où tu vois le premier jeune qui vient de mourir et tu vois sa mère qui pleure, qui sèche ses larmes et qui dit, mais j'en ai trois autres. Allez, j'en ai trois autres. Et en Alors, fait, ce que les gens doivent aussi savoir, pardon, excuse-moi, je te coupe la parole parce on que a un j'ai débat. peur d'oublier, c'est que ce qui fait la crédibilité du Hezbollah aussi, c'est que le secrétaire général du Hezbollah a un fils qui est mort au combat. Donc, ça n'est pas seulement qu'il envoie les enfants des gens mourir au front et que lui, je sais pas moi, il bronze à la plage. Non, ça n'est pas du tout ça. C'est vraiment ancré dans leurs valeurs et dans leurs croyances. Et alors, on aurait présumé du Hezbollah que devant une opportunité créée par l'attaque du Hamas qui ouvre un front sur sur la bande de Gaza, qui mobilise beaucoup des forces armées israéliennes et des ressources et des capacités, avec cet état d'esprit de guérilla, de guerre vis-à-vis de... On s'attendrait qu'Hezbollah aurait sauté dans l'arène avec beaucoup d'enthousiasme, alors qu'il semble y avoir une certaine prudence du côté du Hezbollah, ce qui m'amène donc à je t'invite à aborder ce premier point en connexion, j'imagine, avec la relation entre le Hezbollah et le gouvernement libanais lui-même, sa position à l'intérieur du Liban, cette espèce d'équilibre. J'imagine que tu vas toucher à ça, mais j'aimerais qu'on comprenne un peu mieux pourquoi donc le Hezbollah décide de rester sur les marges de côté. Parce que ça n'est pas drôle d'aller en guerre, parce que le Liban est déjà un État en pleine crise. Depuis plusieurs années déjà, on a eu une dévaluation de la monnaie, on a eu déjà une explosion de la capitale Beyrouth, du port de Beyrouth en 2020. On a eu tout un tas de circonstances qui ont fait que le Liban est dans une très mauvaise posture. Les gens vivent très mal. On n'a pas de président de la République depuis 2 ou 3 ans. Déjà, ça fait tellement longtemps que je ne me souviens plus. On n'a pas eu d'élection législative. Bon, là, c'est depuis 2018. On a un gouvernement qui rame et qui rame et qui rame. Donc, en gros, malheureusement, on n'a pas d'État. On a un État failli, mais ça, c'est encore une très longue histoire. C'est débouché sur l'histoire du Liban, sur la structure confessionnelle, le fait que il n'y a pas de méritocratie, que les gens sont à leur poste parce qu'ils viennent de telle ou telle communauté confessionnelle, et que donc tout ça fait que l'État libanais est complètement paralysé. Alors, je vais remonter un petit peu dans l'histoire pas très lointaine du Liban pour vous expliquer cette relation entre le Hezbollah et l'État libanais. Donc, le Liban a connu une guerre civile entre 1975 et 1990. Donc, en 1990, lorsque les députés libanais ont été sommés de se mettre à la table des négociations pour en finir avec cette guerre, eh bien, il a été décidé, et quand je dis il a été décidé, c'est la Syrie et l'Arabie saoudite, il a été décidé que puisque le Liban est quand même un État qui est occupé par Israël, comme je vous le disais tout à l'heure, le sud Liban était occupé par Israël, la résistance est légitime. Donc, comme la résistance était légitime en France durant la Deuxième Guerre mondiale, un État occupé a le droit de se défendre. Sauf que, en fait, est-ce que si moi j'ai envie de prendre les armes, je pourrais tout simplement aller m'enrôler? Non. Il faut que cette résistance soit contrôlée. Et le Hezbollah, c'est un groupe qui est né justement en 1982 du fait de deux facteurs. Premier facteur, République islamique en Iran. Deuxième facteur, invasion israélienne du Liban 78 et 82. Donc, ce sont des gens, comme je le disais tout à l'heure, idéologiquement très encadrés, qui ont décidé de former un groupe et qui
n'ont pas participé au combat civil au Liban, à l'intra-libanais, ou peut-être un tout petit peu à la fin, mais ils n'ont pas les mains tachées de sang libanais. C'est ce que je veux dire. Et donc, en fait, il a été décidé par leurs alliés syriens, parce que la Syrie a contrôlé le Liban aussi pendant très longtemps. Donc, il a été décidé par leurs alliés syriens qui contrôlaient le Liban et par l'Arabie saoudite que la résistance contre Israël au Liban sera monopolisée par le Hezbollah. Donc, c'est ainsi que le Hezbollah est devenu la résistance officielle contre Israël au Liban et donc a pu aboutir en 2000 à la libération justement par ces techniques de guérilla, par des attentats ciblés contre des collaborateurs d'Israël au Liban, etc., contre des postes militaires, à pousser Israël à se retirer du Liban en 2000. Donc, pour en revenir à cette relation entre l'État libanais et le Hezbollah, donc en 1992, le Hezbollah intègre l'État libanais par le biais d'élections législatives. Il s'arrête là et donc ça n'est que dans les années 2000, il me semble en 2005, qu'ils vont intégrer le gouvernement. Et donc, en fait, à partir du moment où Israël est sorti du Liban en 2000, les tensions à l'intérieur commencent à se faire ressentir parce que on se dit, bon, vous avez libéré le Liban, merci, mais pourquoi conservez-vous encore des armes? Pourquoi est-ce que, parce qu'il y a un équilibre confessionnel aussi, et ceux qui ne sont pas libanais auraient du mal à le comprendre. Pour le dire de façon, j'ai honte de le dire, mais je vais le dire quand même de façon très anecdotique. Il y a des forêts au Liban qui ont pris feu parce qu'ils ne trouvaient pas le bon garde forestier de la bonne communauté confessionnelle. Je ne rigole pas. C'est absolument ridicule, mais c'est le cas au Liban. Donc, vous imaginez, pour un groupe qui appartient à une religion particulière et qui possède des arts. Et donc, c'est extrêmement tendu au Liban. Les Libanais accusent, pas tous, bien sûr, mais une bonne partie des Libanais accusent le Hezbollah d'être un État dans l'État, parce que le Hezbollah, ça n'est pas seulement une formation armée, c'est toute une formation sociale avec des écoles, des orphelinats, des œuvres caritatives, des ONG, etc. Donc, en fait, vous voyez, il y a des tensions à cet égard-là qui font que on a le Hezbollah quelque part est accusé par beaucoup de Libanais de verrouiller l'État libanais et de ne pas lui permettre de respirer. Et pardon, ce que j'oubliais de dire tout à l'heure aussi, c'est que pourquoi est-ce qu'on n'a pas désigné l'armée libanaise justement pour libérer le sud Liban? C'est une question qui est légitime à être posée. Parce que l'État libanais a considéré qu'en fait, l'armée libanaise est une armée faible de toutes les façons. Et donc, en fait, en mettant un acteur non étatique en face de l'armée israélienne ou des attaques israéliennes, en fait, l'État libanais se dédouane, il peut dire, c'est pas moi. C'est pas moi, État libanais, vous n'avez pas à riposter sur moi, sur mes institutions, sur. Donc, ils ont décidé de faire ça. Donc, un acteur qui prend les armes et un acteur étatique qui peut-être essaie de négocier, chercher des voies diplomatiques, etc. Je vois. Et quand tu nous parles justement, c'est très intéressant de la relation entre le Hezbollah et le gouvernement libanais, qui au fond est absolument essentielle à comprendre, et avec la population libanaise, cette espèce de division confessionnelle est absolument essentielle à comprendre à la marge de manœuvre limitée du Hezbollah, qui ne peut pas nécessairement causer du tort à l'infini à l'État libanais parce que son support en dépend, sa position, sa posture politique à l'intérieur du pays en dépend. Ce qui nous amène un peu au point suivant que tu mentionnais par rapport à l'incapacité des forces de défense libanaises d'assurer le contrôle et la sécurité sur le sud du pays, le sud du Liban, particulièrement tout ce qui est au sud de la rivière Litanie, ce qui m'amène à cette période, donc en 2000-2006, où tu nous dis, c'est alors le Hezbollah pardon, qui est en contrôle de la région de manière générale, qu'on vient repousser les forces israéliennes jusqu'à justement 2006, où on se retrouve avec une nouvelle guerre entre Israël et le Hezbollah, qui est notre dernier exemple, l'exemple le plus contemporain, si on veut, d'un affrontement majeur entre les deux camps, et qui se termine avec une situation de sécurité
renforcé bien sûr par le Conseil de sécurité de l'ONU, qui vient placer les forces de défense libanaises dans le sud du pays avec, bon, un désarmement du Hezbollah, avec une démilitarisation de la zone justement jusqu'à la zone, jusqu'à la rivière Litanie. Donc, comment on est venu d'une manière à une recommandation par le Conseil de sécurité qui est aussi déconnectée de la réalité. Quand on est conscient justement de toutes ces réalités, qu'on est conscient que, bon, si Hezbollah causait certainement un nombre de problèmes pour l'État israélien dans le sud du pays, qu'une occupation israélienne ne pouvait pas continuer, mais que parallèlement, les forces de défense n'avaient pas la capacité de venir prendre le contrôle de cette région du pays. Donc, assez rapidement, on a vu bien sûr le Hezbollah reprendre la place, reprendre son contrôle et en fait le maintenir dans le sud du Liban. Comment comprendre, si on veut, cet épisode-là en 2000, 2006, cette espèce de tentative d'arriver à quelque chose qui clairement nous ramène au point de départ? Voilà, on a commencé cet épisode en parlant du Golan. Et donc, quand on regarde la carte un petit peu, on va voir que le Golan est très proche du sud Liban. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que il y a des terres qui sont disputées ou pas disputées. En tout cas, le Hezbollah dit que le Liban dit que ce sont des terres libanaises. Israël dit que ce sont des terres syriennes et que donc lui ne veut pas sortir de ces territoires-là. Et donc, c'est en vertu de cela que le Hezbollah a dit, il y a des terres libanaises qui sont toujours occupées, donc ma résistance et mes armes ont toujours lieu d'être, et donc je suis là, et voilà. Et donc, pour en arriver à 2006, vous savez, comme dans toute guerre, il y a des prisonniers. Et donc, en fait, il y avait encore des prisonniers dans les geôles israéliennes, donc notamment des prisonniers qui étaient là depuis les années 70. Hein. Et donc, en fait, c'est pour libérer ces prisonniers-là que le Hezbollah a trouvé le moyen de capturer 2 soldats israéliens. Et donc, en fait, c'est comme ça que la guerre de 2006 a été déclenchée. Et donc, en fait, c'est comme ça que ce qui a commencé par une simple escarmouche à la frontière, justement, dans l'objectif d'une libération de prisonniers, s'est terminé par une destruction quasiment totale de toute la banlieue sud de Beyrouth et de tout le sud du Liban. Voilà. Et au lendemain de cet état, justement, au lendemain de la guerre de 2006, où on se retrouve avec le Hezbollah toujours au contrôle dans le sud du Liban, presque immédiatement, euh, Israël se met à regarder le prochain conflit en se disant inévitablement, il va falloir déloger le Hezbollah du sud du Liban, des opérations de guerre hybride qui sont menées, beaucoup encore une fois de guerre psychologique, d'infiltration. Ça se passe un peu plus dans la zone grise, si on veut. Et ça nous ramène jusqu'à aujourd'hui, alors qu'on a ce conflit qui dure depuis plusieurs mois dans la bande de Gaza, sinon même depuis plus d'un an, et qu'aujourd'hui, le Hezbollah commence à considérer une implication plus active. Euh, Non, mais comment, en fait, Benjamin, ce que vous devez comprendre, c'est que la souveraineté libanaise est constamment violée par l'aviation israélienne qui survole. Parfois, on a des bergers qui sont kidnappés. Donc, pour nous, c'est drôle, mais c'est évidemment pas drôle parce que le berger a voulu aller attraper son mouton qui a dépassé le point qu'il ne doit pas dépasser, etc. Mais donc, en fait, ça ne s'est jamais arrêté. Donc, pour ceux qui vivent dans le sud Liban, ça ne s'est jamais arrêté. Et donc, c'est en vertu, en fait, parce que en 2006, c'était aussi un contexte très particulier aussi. Moi, à l'époque, je l'avais vu comme étant une sorte d'observation, de test de la part des États-Unis pour voir à quel point ils peuvent déloger l'Iran. Et donc, en fait, la guerre de 2006 s'est soldée par beaucoup de destruction au Liban, mais les Israéliens étaient absolument sidérés par la capacité de résistance de cette milice euh, qui a, qui a pu, en fait, malgré tous les dommages et les dégâts subis au Liban, faire arrêter la guerre. Euh, et donc, en fait, il y a eu un bras de fer qui existe depuis. Donc,
le Hezbollah, disons, a vu ses ambitions à la hausse, donc arriver un jour à détruire l'État d'Israël. Et donc, en fait, évidemment, Israël, pour Israël, eh bien, le Hezbollah, c'est l'ennemi le plus redoutable. Ça n'est pas le Hamas, l'ennemi le plus redoutable d'Israël, mais c'est absolument le Hezbollah parce que Israël n'a pas le contrôle sur le Hezbollah ou sur le territoire libanais comme il peut le faire avec le Hamas, physiquement, je veux dire. Est-ce que c'est ce que Israël tente de changer actuellement, de redéfinir un peu la situation de sécurité au nord de la frontière avec le Liban? Absolument, absolument. Ça n'est pas uniquement seulement dans la frontière, dans les pourtours de la frontière actuelle, mais ce que Israël cherche à faire, c'est carrément, si vous voulez, comme on dit, je vais le traduire de l'arabe, briser les ailes du Hezbollah afin qu'il ne puisse plus en fait redécoller. Mais c'est un équilibre de la terreur qui est extrêmement sensible et extrêmement difficile à préserver de part et d'autre. Ce qui m'invite à parler donc du contexte actuel. Quand on parle justement de l'équilibre de la force actuellement dans le Moyen-Orient, on en a parlé un peu tout à l'heure. Bon, la Syrie est vraiment un allié traditionnel qui normalement s'impliquerait là-dessus. Depuis 2011, on connaît la position dans laquelle, la posture dans laquelle se trouve la Syrie actuellement sous occupation kurde, sous occupation américaine. Russe, turque, Russe, américaine. à peu près tout le monde. On sait que les Israéliens opèrent en toute impunité en territoire syrien également, sur des opérations soit aériennes, soit terrestres, que ce soit du renseignement, de l'infiltration. Donc, la Syrie n'est pas en mesure actuellement ni de contrôler son territoire, ni de projeter de la puissance à l'étranger. On a Absolument donc, pas. on a donc la Syrie qu'on pourrait imaginer en mauvaise posture pour intervenir. Ensuite, si on poursuit avec l'Iran, l'Iran, avec l'élection récente de Massoud Pezeshkian, un modéré qui appelle un retour des négociations, fin des sanctions américaines, internationales sur l'Iran. Ça invite à croire que l'Iran ne cherche pas non plus une escalade du conflit dans le contexte actuel. Si on se déplace ensuite vers les Saoudiens, on en a parlé tout à l'heure, qui normalement pour appuyer l'État libanais, pour essayer de manœuvrer dans l'espace, les Saoudiens sont également dans une posture assez contrainte, alors qu'on tente aussi de garder une bonne relation avec les Américains, normalisation avec l'Iran, les accords d'Abraham, la négociation qui est en cours. Donc, il semble que tout le monde a un peu les mains attachées dans la région. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire pour le Hezbollah? Qu'est-ce qu'on essaie de faire actuellement? Est-ce que c'est pourquoi on agit de manière relativement prudente? Est-ce que c'est pourquoi on tente peut-être de télégraphier nos attaques? Est-ce qu'on essaie de mobiliser des nouveaux alliés? Ou est-ce qu'au contraire, on fait tout pour garder ça aussi, garder la situation aussi calme que possible, pour empêcher une escalade qu'on sait en mauvaise position disons, pour maintenir le rythme? En fait, moi, je résumerais ça par la phrase suivante de part et d'autre, et pour Israël, et pour l'axe de la résistance, au devant desquels on a le Hezbollah. Je veux te détruire, mais je ne veux pas la guerre. Et donc, en fait, chacun veut détruire son ennemi, mais avec le moins de dommages collatéraux possible. Donc, comme tu le disais, c'est une conjoncture qui est assez particulière parce que on a l'Iran, l'Irak qui sont complètement désintégrés, pardon, l'Irak, la Syrie qui sont complètement désintégrés, l'Iran qui a beaucoup de problèmes intérieurs, qui cherche quelque part à se remettre sur pied pour réintégrer cette communauté internationale, mais en même temps qui veut rester aussi, qui veut garder la face quelque part. Et on a le Hezbollah qui est le joyau de cette couronne, si tu veux, de la résistance de l'Iran, etc. Et puis on a les Houthis depuis le déclenchement de ce conflit-là. Donc oui, on a Israël qui frappe le Liban hier, mais qui dit, en fait, moi j'ai fini de vous frapper, je ne ferai plus rien. Et qui fait vraiment une déclaration dans le genre. Et on a le Hezbollah aussi voilà, qui cherche à tout prix à garder le conflit assez aussi contenu que possible afin que l'escalade ne dégénère pas trop. Donc, d'une manière, Donc voilà ce que je pourrais dire. le Hezbollah agit un peu avec un acte de présence, un peu de la figuration, de la gesticulation politique, militaire pour ne pas perdre la face, maintenir son apparence d'appui à la cause du Hamas, à la cause palestinienne, en étant conscient qu'il y a des limites pratiques et des contraintes à son implication qui font que la En guerre fait, ne se passe pas.
Je ne dirais pas exactement ça parce qu'il y a beaucoup de jeunes du Hezbollah qui sont morts depuis le 7 octobre. Donc, dans le sud du Liban, c'est c'est très chaud, disons ça comme ça. Après, les gens ne sont pas contents d'avoir la guerre chez eux non plus. Comme je le disais tout à l'heure, que ce soit le Hezbollah ou le Hamas, et ce sont des gens. Ce sont des gens qui font partie de la population. Et donc, cette population, c'est le soutien numéro un à ces groupes-là, particulièrement. Le Hamas, c'est encore autre chose, mais particulièrement pour le Hezbollah. Donc, le Hezbollah veut donc justement le moins possible exposer ses civils et euh, perpétrer, si tu veux, des opérations assez limitées, euh, assez ciblés qui, d'une part, lui permettent de garder la face et d'autre part, lui permettent aussi d'avancer dans ses objectifs qui sont l'affaiblissement de son ennemi israélien. Et comment actuellement, quand on parle d'affaiblissement justement de la posture israélienne et de l'ennemi en général, comment tu perçois depuis le Liban la posture actuelle d'Israël, tant au niveau logistique, militaire que politique? On parlait un peu ce matin de la position dans laquelle Netanyahou se retrouve, de l'état d'épuisement général aussi qu'on peut observer chez les forces armées israéliennes, alors qu'on commence déjà à mobiliser plus de troupes, à les recruter dans des minorités autrefois exclues, à allonger le temps de la conscription de 2 vers 3 ans. On tente vraiment de puiser dans le capital humain en Israël au maximum de sa limite. Donc, est-ce que Israël, à ton avis, est en bonne posture actuellement pour livrer la guerre? Tu nous as dit tout à l'heure que ni l'un ni l'autre ne cherche une escalade. Donc, est-ce que c'est en lien justement avec cette posture israélienne, alors qu'on a une fenêtre d'opportunité quand même, alors qu'on parlait tout à l'heure de tous les alliés qui sont sur le bord, tous les alliés qui sont une certaine fenêtre stratégique pour passer à l'action contre le Hezbollah? Est-ce que c'est la posture israélienne à l'interne qui actuellement limite les possibilités? Moi, je pense que effectivement, on est dans une fenêtre. Je pense également que la guerre ouverte, elle est là. Elle est là, elle est déjà là, elle est déjà ouverte, mais sauf que ce qui se passe, à mon très humble avis depuis hier, c'est que on change en fait le format de la guerre. Parce que justement, les Israéliens sont épuisés. Ils revendiquent leurs otages. On a des jeunes qui désertent l'armée, qui ne veulent plus y aller. On a cet épisode d'invasion d'une base militaire par par des gens d'extrême droite en Israël pour défendre les tortionnaires qui ont commis des abus à l'égard de prisonniers palestiniens. Donc, on a tout ce chaos interne, on a des contradictions entre un Netanyahou qui dit que on va détruire le Hamas et le porte-parole de l'armée israélienne qui, il y a un mois, dit, mais en fait, non. Le Hamas est une idéologie, on ne peut pas la détruire. C'est un gros bazar, c'est un gros chaos. Et dans tout ça, en fait, on recrute les juifs orthodoxes qui autrefois ne pouvaient pas, étaient exemptés de services militaires. Donc, c'est tout un bazar à l'intérieur d'Israël. Ils ont aussi une échéance électorale au 1er septembre, si je ne me trompe pas. Je ne sais plus de quelle élection il s'agit. Il me semble que c'est les présidentielles. Je ne sais plus quoi, mais ils ont en tout cas une échéance politique au 1er septembre. Et tout ça rend les choses extrêmement compliquées. Et donc, en fait, d'où, à mon avis, le passage à une autre forme de guerre qui nécessite moins d'hommes sur le terrain, qui nécessite aussi, pas qui nécessite, mais plutôt qui monte, qui font gagner des points en disant que voilà, une autre forme de guerre, ce sont les attentats ciblés. Donc, on a ciblé le responsable militaire qui jusqu'aujourd'hui n'a pas, on ne sait pas en fait s'il a été touché ou s'il n'a pas été touché. Donc ça n'a pas été, il n'y a pas eu de déclaration de la part du Hezbollah. Donc je pense que probablement ils font des tests ADN, etc. pour s'assurer que c'est bien lui avant de faire une déclaration officielle. On a ciblé ce monsieur, on a ciblé Haniyeh en Iran. Et donc, en fait, ça mobilise moins d'hommes, mais plus de technologie qui est notre point fort. Technologie, renseignement. Et donc, je pense que c'est désormais
une transition vers cette phase-là de la guerre qu'on va voir. Aucune baisse de l'intensité des affrontements, autrement dit. Je pense que pour le moment, ce serait très prétentieux de ma part de pouvoir prédire ou faire une lecture exacte parce que tout dépendra. Le Hezbollah va riposter, c'est sûr et certain. Est-ce qu'il va riposter de manière unilatérale ou de façon coordonnée avec ses autres alliés? Je pense que ce sera une réponse coordonnée et tout dépendra en fait de la riposte israélienne à la riposte du Hezbollah. Donc, le scénario le plus soft, c'est qu'on poursuive avec des attentats ciblés. Donc, je pense qu'il y aura des attentats ciblés en Israël aussi. Ou alors que les choses dégénèrent et qu'il y ait une guerre au sens traditionnel du terme. Et disons-le, cette campagne du Hezbollah, depuis le début, avait quand même un objectif politique affiché et très clair et qu'on avait publiquement déclaré qu'on voulait mettre la pression sur Israël, sur les forces de défense spécifiquement, et le gouvernement israélien pour avoir un accord de paix ou du moins un cessez-le-feu permanent avec le Hamas. C'était l'objectif déclaré de cette pression sur le nord d'Israël par le Hezbollah où on dit, écoutez, on est prêt à cesser les affrontements ou à cesser les hostilités à partir du moment où on a un cessez-le-feu avec le Hamas. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est crédible? Et quel impact les événements des derniers jours viennent avoir sur ce processus de cessez-le-feu? Je pense que qu'on peut encore rêver de ce processus de ces négociations. Je n'appellerai pas ça une paix, mais de cessez-le-feu. Alors, je pense qu'on est assez loin du cessez-le-feu parce que justement, le monsieur qui a été assassiné en Iran, c'est le chef du bureau politique du Hamas qui fait des allers-retours, faire des négociations, etc. Et donc, je pense qu'on n'est pas très près d'un cessez-le-feu pour le moment. Je lisais, écoute, je lisais ce matin, c'est intéressant ce que tu dis, je lisais ce matin au New York Times, on nous mentionnait qu'il y avait un accord, écoute, on nous dit ça tous les 10 jours, on nous disait qu'il y avait un accord sur le point d'être signé, mais qu'Israël a tué, donc a tué Haniyeh et que ça a enflammé la région entière et que, bon, du côté israélien, on dit non, 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 c'est le Hamas qui a ajouté des demandes. Donc, effectivement, ce processus de cessez-le-feu semble être, si on avait vraiment un accord sur la ligne d'arrivée, il serait réellement de mauvaise foi pour Israël d'avoir mené un attentat contre le chef politique du Hamas, alors qu'il n'est même pas dans la bande de Gaza actuellement, là. Mais le plus gros gagnant, c'est qui dans tout ça? Au bout de la ligne, moi, j'estime que ce sont les Américains, Israël. C'est Netanyahou en personne, hein. Lui, il est content, il repousse ad vitam aeternam Netanyahou, son. c'est intéressant que tu le mentionnes. C'est pour les gens à la maison. La politique israélienne est extrêmement complexe et très animée. Il faut comprendre beaucoup de partis politiques. Très rarement, on va avoir une majorité. On travaille très souvent en pluralité. Et donc, il y a une coalition du gouvernement Netanyahou avec plusieurs factions politiques à l'intérieur d'Israël qui est extrêmement fragile. Netanyahou était visé par un nombre d'enquêtes de corruption. Aussi, disons, beaucoup d'attention sera portée très certainement aux épisodes du 7 octobre et aux jours qui ont précédé à une faille perçue des services de renseignement israéliens, comment ça a pu se produire, la réponse du gouvernement. Donc, Netanyahou sent la soupe chaude depuis le début du conflit, depuis le début de cette escalade dans la région. Et actuellement, il est possible, effectivement, qu'il souhaite le prolonger dans un État ou un autre, parce que tant il y a cet état d'urgence dans la région et qu'il y a de la pression sur l'État d'Israël, que l'environnement de sécurité est instable, il y a de la place pour Netanyahou pour s'acheter du temps. Exactement, et c'est exactement ce qu'il est en train de faire. Et très souvent, il est en désaccord avec son entourage. Alors, sur le court terme et le moyen terme, disons, tu nous parlais tout à l'heure d'un changement de phase dans la guerre. Tu nous parlais de l'implication du Hezbollah qui serait directement déterminée par, disons, le rythme des opérations dictées par Israël, dictées par ses propres opérations. Qu'est-ce que tu vois pour les prochaines semaines, les prochains mois? Je ne serai pas en mesure de répondre concrètement. Déjà, il faudra attendre la riposte du Hezbollah pour voir quelle ampleur est-ce qu'elle prend, parce que n'oubliez pas, hier, il y a eu un leader, un leader Hezbollah qui a été ciblé, mais il y a eu aussi 75 victimes, 5 morts.
trois femmes et deux enfants. Et donc, il y a des civils qui sont impliqués, il y a des civils qui ont perdu leur maison, il y a des civils qui ont perdu, enfin, il y a beaucoup de dégâts matériels aussi. Et donc, je pense que ça rentre aussi dans l'équation pour la nature de la riposte. Et donc, soit Israël se dit, OK, ça m'étonnerait que Israël se dise, OK, c'est bon, on a attaqué, vous avez riposté. Soit alors, ce sera une sorte de match de tennis, allez, de part et d'autre. Et donc, c'est là où le terrain décide aussi, parce qu'on ne sait jamais à quel moment, quel événement peut absolument faire exploser les choses. Donc, on disait tout à l'heure qu'ils ne veulent pas de guerre d'envergure, ni l'un ni l'autre, mais en fait, parfois, le terrain dicte le cours des événements. Et ça, c'est très important à garder en considération, en tout cas. En terminant, Lamant, il y a un truc, bon, c'est plus personnel un peu, puis je te donne toute la liberté de nous donner ce que tu veux nous donner là-dessus, mais par rapport au cas du Liban plus individuellement, c'est un dossier qui revient ponctuellement dans l'actualité. On a parlé de l'explosion de Beyrouth, on a parlé de cette démission forcée du gouvernement du premier ministre par l'Arabie Saoudite, des trucs, écoute, qui sont sortis carrément d'un film de science-fiction il y a quelque chose de particulièrement dysfonctionnel avec l'État du Liban depuis les 5, 10 dernières années. Euh, Toujours. Comment tu vois ça, ayant grandi, ayant ta famille au complet sur place? Je sais que tu as quitté pour trouver du travail décent à la hauteur de tes compétences, trouver des opportunités pour toi-même. Euh, Beaucoup d'admiration de n'importe qui bat les chances, beat the odds de cette manière. Mais je me dois de te demander c'est quoi toi ta perspective vis-à-vis du Liban en tant que tel, sa trajectoire, son horizon sur les prochaines années? Es-tu plutôt optimiste, pessimiste? Comment tu regardes ça? C'est extrêmement long à remonter dans l'histoire, encore une fois. L'État libanais est une création très récente qui date de 1920. L'État libanais est issu du démantèlement de l'Empire ottoman à la suite de la Première Guerre mondiale. Empire ottoman qui, à la suite au XIXe siècle en tout cas et au début du XXe siècle, on qualifiait d'hommes malades. Pourquoi je vous dis ça? Parce que en fait, lorsque la puissance mandataire française a formé cet État libanais, elle a repris exactement la même structure que celle de l'homme malade ottoman. Et donc, il ne faut pas s'étonner si aujourd'hui, on a des problèmes qui se sont accumulés depuis une centaine d'années. Et qui structurellement, le modèle confessionnel libanais ne fonctionne pas parce qu'il est basé sur autre chose que la méritocratie, pour dire les choses le plus simplement possible. Donc, je vous ai donné l'exemple des forêts qui brûlent tout à l'heure parce qu'on n'a pas un garde forestier chrétien ou musulman ou je ne sais trop quoi. Mais en fait, imaginez ça à une hauteur, à une échelle beaucoup plus importante de l'administration. Et c'est comme ça qu'on en est arrivé à la guerre du Liban et c'est comme ça qu'on en est arrivé à des équilibres très fragiles. C'est extrêmement long et complexe à expliquer, mais je peux vous promettre, si vous le voulez, de vous faire un long dossier là-dessus. Absolument. Ben, j'ai beaucoup de curiosité vis-à-vis du cas libanais parce que c'est très suffisant de dire ça, mais il y a certaines similarités vis-à-vis du cas canadien, où on a effectivement aussi un peuple deux peuples ont été fusionnés par des conditions constitutionnelles qui ont été largement imposées par une puissance étrangère. Et il y a cette espèce d'incompatibilité entre les deux peuples qui devient une friction constante dans la politique canadienne. Donc, quand tu me parles de cette espèce de tension sous-jacente entre deux factions politiques, mais aussi citoyennes à l'intérieur du Liban, il y a parfois cette possibilité bien réelle que ce soit irréconciliable et tout simplement incompatible. Ici, au Québec, on parlait d'indépendance, on a eu 2 référendums sur la question. C'est ce qu'on voit beaucoup dans les grandes fédérations. On a plusieurs ethnies, plusieurs langues qui sont représentées, confessions. Est-ce que c'est le genre de truc qu'on peut voir au Liban, une espèce de fracture du pays ou une sécession d'une portion ou d'un autre? Ça n'est absolument pas viable. Le Liban fait un peu plus de 10 000 kilomètres carrés.
Donc c'est ridicule. Les Libanais, pour moi, ces tensions religieuses, elles ne sont pas religieuses, ce ne sont pas des tensions religieuses, ce sont des différentes visions politiques qui sont justement alimentées par des appartenances confessionnelles différentes. Donc, c'est extrêmement complexe à expliquer. Ce qui fait que les Libanais, tu es au Canada, il y a beaucoup de Libanais au Canada. Donc, amuse-toi à allez, prends trois Libanais et pose-leur la question suivante. Quelle est ton identité? Est-ce que tu es arabe? Est-ce que tu es phénicien? Est-ce que tu es syrien? Et tu auras trois réponses différentes. Donc, ils n'ont même pas la même perception de leur identité. Ils n'ont pas la même perception de la date d'indépendance de leur pays. Est-ce que c'est lorsque Israël a évacué le territoire? Est-ce que c'est lorsque les Syriens ont évacué le territoire? Est-ce que c'est lorsque les Français sont sortis? Donc, tout ça est absolument compliqué. C'est la meilleure manière de le résumer. Moi, je pense qu'on termine sur la parfaite. Tout ça est absolument compliqué. Merci mille fois d'avoir pris le temps de discuter avec moi, discuter avec les membres. Je suis certain qu'ils vont être extrêmement contents d'avoir eu la chance de te parler, de te rencontrer, de t'écouter, discuter de trucs que tu connais extrêmement bien avec un style de vulgarisation qui est très facile pour tout le monde, j'imagine, de bien comprendre. Je pense que ça va aider beaucoup de gens à comprendre. Alors voilà. Je Merci, t'en prie, c'est un plaisir pour moi. écoute, le plaisir est réciproque. Donc, je te souhaite une merveilleuse fin de soirée et nous, on va se retrouver déjà pour une revue de presse dès cette semaine avec les membres exclusifs. Merci et bye Au bye. revoir.